Bonjour Saverio, merci beaucoup pour ce moment ensemble pour le podcast potentiel. Merci beaucoup. Bonjour Elodie, merci à toi pour ton invitation. J'ai vraiment touché que tu as accepté parce que je te sais très, très, forcément pris avec tout ce que tu fais. Et d'ailleurs, alors j'ai pour habitude de présenter mes invités et j'avais très envie de te présenter, même si j'oublie quelque chose, si je me trompe, n'hésite pas à me corriger, bien évidemment. Alors, bon, pour moi, tu es la référence francophone et même à l'international sur le sujet de la haute sensibilité. On te doit énormément sur ce côté-là parce que bien avant que ça devienne, on va dire, une thématique qui est beaucoup plus populaire aujourd'hui, tu étais déjà vraiment investi dans cette cause. Tu as écrit de nombreux ouvrages. Vraiment, si vous ne connaissez pas Saverio, n'hésitez pas. C'est d'une grande qualité, d'une grande finesse, que ça soit scientifique, mais aussi dans la bienveillance d'amener les idées. On te doit aussi la Journée internationale de la haute sensibilité, le 13 janvier. Tu as créé aussi l'Observatoire de la sensibilité que j'ai eu l'honneur de co-diriger sur un petit temps. Mais avant tout, il faut savoir que tu es donc docteur en psychologie clinique et psychopathologie. Tu es également psychanalyste, conférencier, chercheur, écrivain, formateur aussi, on pourrait dire, quand même, au sein de l'Observatoire. Alors moi, j'ai pas lu tous tes ouvrages, il y en a tellement. Je trouve que tu as une capacité dingue à écrire et à écrire sur plein de thématiques, mais toujours avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Je pense que toutes les personnes, enfin les lecteurs qui ont pu avoir un de tes ouvrages entre leurs mains, peuvent sentir justement cette finesse, cette délicatesse, cette douceur. Il y a À fleur de peau qui a été un énorme succès, et je crois que tu m'avais dit qu'il était sorti en BD, si je me trompe pas. Et ultra sensible au travail aussi, que j'ai beaucoup aimé et moi que j'ai. Et j'ai lu, et on est là pour ça, et le livre sur le complexe de Cendrillon, qui est très très peu connu, et on va en parler. Mais tu as aussi un dernier ouvrage dont on va parler aussi, bien évidemment, c'est sur apprendre à se consoler, sur la consolation. Je pense que c'est des thématiques que tous les hypersensibles qui nous écoutent, ou ultra sensibles, pour reprendre un de tes termes, vont adorer. Merci Elodie et j'en profite pour te remercier de ton passage à l'Observatoire de la sensibilité, à la co-direction de l'Observatoire de la sensibilité a été très important puisque avant cette co-direction, l'Observatoire était confidentiel et grâce à toi et à tout ton travail, l'Observatoire bénéficie maintenant d'une très belle visibilité. Donc un grand merci du fond du cœur. N'hésitez pas à aller sur le site de l'Observatoire, vous allez voir, il y a énormément de professionnels qui sont très très investis pour faire connaître voilà, la haute sensibilité et vous pouvez vraiment faire confiance et c'est super chouette. Donc merci à toi. Euh, Commençons. Alors, on va mettre directement les pieds dans le plat si tu veux bien. C'est quoi le complexe de Cendrillon? Le complexe de Cendrillon, c'est une peur par rapport à l'indépendance. C'est une anxiété d'être autonome. L'anxiété d'être autonome. Ce sont des personnes, souvent des femmes, enfin il y a aussi des hommes qui souffrent du complexe de Cendrillon, qui demandent à être prises en charge, qui sont probablement encore dans une espèce de posture infantile et qui souhaiteraient être sauvées par une figure parentale, un partenaire, un patron, une patronne, et qui vont donc souffrir de dépendance émotionnelle. Elles ont besoin d'être validées, elles ont besoin de soutien, elles évitent les responsabilités ou elles croient qu'elles ne peuvent pas prendre de responsabilités personnelles ou professionnelles, elles sont incompétentes, qu'elles ne vont pas réussir. Elles sont donc en recherche de protection et aussi elles manquent de confiance en elles. Elles vont avoir des difficultés à prendre des décisions. Et enfin, elles souffrent de ce qu'on appelle l'impuissance acquise. L'impuissance acquise, c'est cette croyance que l'on n'est pas capable soi-même de changer la situation dans laquelle on est, même si elle est difficile. Finalement, on ne croit pas en ses propres ressources, en ses propres capacités. Donc voilà en gros le tableau clinique du complexe de Cendrillon. Alors, c'est vrai que ça peut mener à de la dépression, à de l'anxiété, voire à du découragement, à des formes d'inertie ou de ce qu'on appelle la procrastination. Et en fait, moi, je trouve, ça c'est le complexe de Cendrillon défini par Colette Dolling, je trouve, mais on va avoir le temps d'en parler, qu'on peut l'élargir, le voir de façon plus vaste. Il y a une phrase dans le livre que je me suis notée et qui va faire écho à ce que tu disais, c'est-à-dire tu dis se poser en victime pour forcer le respect.
Même de façon légère, se plaindre de son sort oblige l'autre à écouter, à faire preuve d'empathie et de sollicitude, s'il ne veut pas passer pour indifférent, égocentrique ou pire encore. Et donc tu mets ça en résonance, donc le fait de se poser en victime avec le syndrome de Cendrillon. De Cendrillon, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est-à-dire que pour moi, dans le syndrome de Cendrillon ou le complexe de Cendrillon, il y a quelque chose qui est plus. Je trouve que Colette Dowling a mal choisi son personnage dans les contes de fées. Oui, il y en aurait eu Elle aurait d'autres. pu choisir La Belle au bois dormant, Ouais, qui est vraiment ce qui est très critiqué par les féministes, et elles ont raison, cette figure d'une femme qui est tout en dépendance par rapport à l'homme et qui ne peut rien faire sans lui. qui attend. Et oui, tout à Qui fait. dort, juste elle dort en fait. Il n'y a pas plus passif. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand on est dans cette posture-là, finalement, on essaye d'exister autrement que par ses réalisations, sa créativité, sa force d'affirmation, sa pensée, etc. On va exister en étant victime ou en se plaignant, en mettant en évidence ce qui ne va pas. Et là, on retrouve bien cette inertie, cette difficulté à prendre des initiatives, à faire quelque chose pour changer son sort, pour changer le cours de son existence. Alors, on va se plaindre. Mhm. Et finalement, ça nous enferme. Quand une personne est dans cette position, elle s'enferme dans la difficulté ou elle s'enferme dans l'infantilisme. Est-ce que ça voudrait dire que on ne peut plus se plaindre? Bien sûr que nous pouvons nous plaindre. Ce que je pointe là, c'est plutôt une tendance à s'installer dans la plainte, à faire de la plainte le mode relationnel, le schéma relationnel. Non pas je me plains quand il y a une difficulté, pour qu'on entende cette difficulté et qu'on trouve peut-être ensemble une solution, mais je me plains pour exister à mes propres yeux, aux yeux des autres, et finalement je m'enlise dans cette plainte. J'ai envie de te demander, du coup, où est-ce qu'on peut mettre le curseur? Parce que là, je me dis, nos auditeurs, tu vois, qui sont justement très sensibles et qui nous écoutent, ils auront cette tentation à forcément, tu vois, s'auto-flageller, se dire, mais est-ce que je suis comme ça? Est-ce que je suis trop comme ça? Est-ce que je m'enferme dans la plainte? Concrètement, quand est-ce qu'on peut se dire, là, clairement, je fais justement ma Cendrillon? Le premier repère, c'est la souffrance. Mm. Quand une personne, donc je ne pense pas que ce soit le cas de la plupart de tes auditrices et tes auditeurs, mais quand une personne s'installe dans la plainte, il y a un moment où c'est source de déprime d'être comme ça, où où ça fait perdre de l'énergie, où on sent que finalement on n'est pas fier de soi, d'être tout le temps en train de se plaindre. Donc je pense que le premier critère, c'est ça me fait souffrir d'être tout le temps en train de me plaindre. Et peut-être que c'est une espèce d'appel d'air, on va dire, pour autre chose, pour trouver une autre façon de communiquer. Donc quand c'est ponctuel et quand c'est légitime, quand c'est justifié, il n'y a aucun problème, on peut se plaindre. C'est quand finalement on ne saurait plus comment faire autrement. Donc ça, c'est le premier critère. Ça nous fait souffrir, ça nous enlise, ça nous fait perdre de l'énergie. Le deuxième critère, ça va être tout simplement les autres. Parce que une personne qui se plaint très souvent ou tout le temps, elle finit par avoir des retours Oui, les de gens la sont part de, hyper voilà, d'un patients. collègue, d'un ami, d'un parent, d'un enfant, d'un thérapeute qui va lui dire, un ou une, hein, bien sûr, qui va lui dire, bon, bah, là, peut-être que vous pouvez faire autre chose que de vous plaindre. Mm. Et donc, c'est le retour des autres. Hein, accepter que quand on nous dit peut-être que là, tu te plains trop souvent, c'est intéressant d'en tenir compte. Sauf peut-être pour les personnes ultra sensibles, pour les personnes très sensibles, à qui on reproche d'être sensibles. Oui, c'est Donc vrai. surtout, ne prenez pas ce reproche concernant votre sensibilité comme une plainte. Non, notre sensibilité, elle est intense, elle est forte, elle nous permet de percevoir énormément de choses que ne perçoivent pas les autres. Et donc ça, c'est intouchable. Ça n'est pas de la plainte, c'est finalement la richesse, la complexité de notre perception du monde. Donc il y a deux grands points. Tu parlais de dépendance tout à l'heure, que vraiment, du coup, Cendrillon, il y a une dépendance.
C'est-à-dire comme si elle existait à travers le regard des autres et parce que justement, elle s'infantilise. Donc, elle a besoin forcément d'un bourreau ou en tout cas d'une preuve d'adultisme pour une preuve d'existence. Est-ce que c'est la même chose dans le cas de la dépendance affective? Déjà, ça me gêne un peu qu'on dise Cendrillon parce que moi, dans tout mon livre, j'essaye de prouver que Cendrillon n'est pas comme ça. Ouais, mais c'est pour ça que je voulais en venir à ça aussi. Mais on y viendra plus tard. Mais disons, une figure comme la Belle au bois dormant ou Voilà. les figures classiques des contes de fées, Cendrillon n'est pas très classique dans les contes de fées, en tant que femme, en tant que jeune femme. Mais revenons à la dépendance affective. Je pense que oui, je pense que dans la dépendance affective, il y a quelque chose qui est très proche de ce complexe de la Belle au bois dormant, on va l'appeler pour changer un peu, cette difficulté à oser l'indépendance, à oser sa propre puissance, à oser son potentiel, qui fait que on reste en retrait, on demande à l'autre de prendre, alors que ce soit dans le travail, les relations familiales, l'amitié ou les relations amoureuses, hein, la dépendance affective, elle peut exister partout dans toutes nos relations. On va demander à l'autre finalement de prendre les risques, de prendre les décisions, de prendre les initiatives, de faire les choix. Et après, à la limite, on peut s'en plaindre, ou en tout cas, on se sent protégé parce que on n'a pas, on n'a pas pris de risque soi-même. Donc, c'est un aspect de la dépendance affective, parce que je ne pense pas, moi je peux me tromper, hein, j'ai 30 ans d'écoute de patients, mais ce ne sont que mes patientes et mes patients, hein, il y en a plein d'autres par ailleurs. Mais moi je n'ai pas rencontré de dépendance affective pure, c'est-à-dire de personnes qui s'accrochent à quelqu'un d'autre ou qui ont besoin, sans parler de mots trop forts, sans employer de mots trop forts, qui ont besoin tout le temps de l'autre, uniquement sur le plan des sentiments et, et des émotions. Il y a souvent quelque chose d'autre qui se trame dans la dépendance affective et ce complexe dit de Cendrillon, ou en tout cas ce complexe de dépendance, euh, Belle au bois dormant. de- ce complexe de la Belle au bois dormant, il fait partie des dépendances affectives. Qu'est-ce qui mène quelqu'un à autant de passivité dans ses relations? Je pense que l'analyse de Colette Dolling est très fine et très juste. C'est tout un apprentissage depuis très longtemps, un apprentissage de la soumission, de l'obéissance, de l'effacement, de la discrétion, de la réserve, de ne pas employer de mots grossiers, de ne pas dire ce que l'on pense, de ne pas se mettre en colère, de laisser les autres passer devant soi, finalement une espèce de trop bonne éducation qui ferait que, bon, ben, puisqu'on me demande de ne pas exister, de ne pas penser, de ne pas créer, de ne pas m'affirmer, de ne pas poser de limites ou dire que je ne suis pas d'accord, bon, ben, je vais être le parfait modèle, femme ou homme, de ce qu'on m'a demandé. Et voilà, et ça donne des personnes qui sont dans ce complexe de la Belle au bois dormant. Oui, je vois. Moi, j'entends beaucoup justement de femmes qui disent, mais je ne veux pas gêner, en fait. Je veux pas être trop, je veux pas être assez, je veux. En fait, elles veulent pas exister. Et du coup, rassure-nous, si on a des auditeurs, auditrices qui ont la sensation d'être comme ça, est-ce qu'on peut changer? Et si oui, comment? On peut toujours changer. La grande bonne nouvelle des êtres humains, c'est qu'on peut toujours changer jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc ça, c'est super, oui, on peut changer. Et n'oublions pas ce que disait Nelson Mandela, notre plus grande peur, c'est la peur de notre puissance. Hmm. C'est-à-dire qu'au-delà de notre éducation, qui peut avoir été trop stricte ou trop étouffante, de toute façon, nous avons peut-être de façon sociale et culturelle, j'en sais rien, mais cette grande peur de notre puissance, d'être créative et créatif, de nous affirmer, de penser par nous-mêmes, de créer notre propre voix. Et donc, bien sûr qu'à tout moment, quand on se rend compte de ça, on peut se dire, bon, jusqu'à présent, j'ai été peut-être trop bien élevé, ou j'ai peut-être eu peur de ma puissance, mais à partir d'aujourd'hui, je peux changer la donne. Je peux me dire, allez, je m'affirme un peu plus chaque jour, ou j'essaye de déployer ma puissance chaque jour, et je verrai bien ce que ça donne. Et au fur et à mesure, on s'habitue. Alors là, pour moi, ça va faire écho à quelque chose. Dis-moi ce que tu en penses, mais
peut-être la peur du rejet. Tu vois, ce côté de et si j'ose, et si je suis quelqu'un d'autre, les gens, comment ils vont l'accepter? Est-ce que je vais pas me retrouver seule? Après, il y a cette crainte qui est peut-être pas fondée, mais qui est au fond de soi, peut-être en disant, et si on me rejette pour qui je suis? Est-ce que je vais pas me retrouver, tu vois, c'est cette crainte de tout être humain de se retrouver peur, rejeté, abandonné, tu vois, et du coup d'en mourir, quoi, tu vois. Comment on fait avec ça? Parce que c'est pas à tout de dire, bah, vas-y, ose. Euh, et si on n'y arrive pas, il y a des gens qui sont bloqués avec ça aussi. Je pense qu'oser, ce sont des petits pas de fourmi. Mm, Peut-être qu'il y a des personnes, à un moment de l'adolescence ou de leur jeunesse, qui vont avoir une grande audace, qui vont se lancer dans quelque chose, et c'est très bien. Mais sinon, on va oser un peu plus chaque jour. Déjà, simplement ce repère-là, mm. de se dire, allez, je fais un pas de plus chaque jour. Et puis, euh, on peut aussi dédramatiser, démythifier le rejet. C'est-à-dire, oui, plus je m'affirme, plus j'ose ma puissance ou plus j'exprime qui je suis, plus je vais être rejeté par une partie Mm. des personnes autour de moi ou sur les réseaux ou peu importe. Ça fait partie du chemin. Je vais être rejeté, je ne vais pas plaire à tout le monde. Mais si je cherche à plaire à tout le monde, finalement, je vais rester dans ce complexe de la Belle au bois dormant. Alors que c'est désagréable de déplaire, c'est encore plus désagréable d'être rejeté, mais les choses sont claires. Plus j'affirme qui je suis, plus finalement je suis rejeté par ceux qui ne m'aiment pas, ne m'apprécient pas, plus je vais être avec des personnes qui m'acceptent, me respectent et peut-être même m'apprécient. Du coup, ça, on va revenir à Cendrillon. Qui elle est vraiment pour toi et qu'est-ce qu'elle représente? Cendrillon, pour moi, représente la puissance du désir. Parce que, contrairement à la Belle au bois dormant et à d'autres figures des contes de fées, Cendrillon est active. Elle met un peu de temps à se rendre compte de ce qui se passe dans la nouvelle situation où elle est écrasée, dominée, empêchée d'aller au bal, mais il y a une révolte, il y a un sursaut, il y a un moment où son désir est tellement fort qu'elle se dit, quoi qu'il arrive, je vais au bal. Moi aussi, j'ai le droit d'y aller. Et en fait, la marraine, la fée Carabosse, représente son inconscient, représente ses ressources. Et donc, elle fait appel à des ressources profondes en elle pour se dire, bon, je n'ai pas le droit d'aller à ce bal, ma robe est déchirée, il est tard, qu'est-ce que je fais? Mm, mm. Et elle va trouver les solutions pour pouvoir y aller. Et comme elle va déployer sa féminité, sa personnalité, Comme tu disais, la puissance féminine, du coup. oui, c'est la puissance de son féminin et de son désir, comme elle va pouvoir déployer tout ça, finalement, au lieu d'être simplement comme les autres jeunes femmes qui sont au bal, elle sort du lot. Mm. Donc, pour moi, Cendrillon, c'est vraiment la figure de la révolte juste, de ce que j'appelle la révolution sensible, c'est-à-dire en mon âme et conscience, dans mon cœur, puisque c'est juste, je le dis, je le fais, je le mets en œuvre. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que dans cette idée de révolte juste, à aucun moment aussi elle va s'en prendre à quelqu'un d'autre en fait. Elle le fait pour elle et pas contre quelqu'un. Et moi j'entends souvent parfois dans les discours des personnes hautement sensibles, j'ai tellement donné, tu sais, le côté trop bon, trop con, maintenant je donne plus rien. En réalité, les gens ils se rendent pas compte qu'ils passent d'un extrême à l'autre, là où ben, l'exemple que tu nous donnes, dans l'exemple de Cendrillon, c'est en fait juste je me révolte, mais c'est avec justesse pour moi. Et je passe donc à l'action. Est-ce qu'on pourrait aussi parler d'une sorte de loyauté toxique pour Cendrillon au début par rapport à sa famille? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je pense que ça concerne beaucoup de gens qui n'osent pas justement évoluer, grandir, être un peu plus autonomes. Très intéressant de parler de loyauté toxique parce que là, elle est insidieuse, elle est quasiment invisible, dans la mesure où Cendrillon a été très aimé par sa mère et par son père, et que c'est à la mort de sa mère, enfin après la mort de sa mère, son père se remarie. C'est donc la marâtre, c'est donc la belle-mère qui est dominatrice, destructrice, Mm. harcelante. Et à la mort du père, ça devient encore pire. Et là, Cendrillon est utilisée comme servante. Et donc la loyauté insidieuse, la loyauté toxique,
elle est envers les parents d'origine qui étaient des bons parents. Et puisque mon père, se dit Cendrillon, puisque mon père a épousé cette femme et que j'aimais mon père comme j'aimais ma mère, je vais être loyal envers ma belle-mère. Et c'est ce passage-là qui fait que Cendrillon se soumet, accepte l'inacceptable, supporte l'insupportable et s'interroge pourquoi, hein, pourquoi je vis tout ça, etc. Et puis il y a ce sursaut quand c'en est trop, cette révolte juste qui permet de déconstruire, de casser, de démanteler, voilà le mot que je cherchais, de démanteler la loyauté toxique et de dire non, c'est fini. Je ne peux pas me laisser marcher sur les pieds ou je ne peux pas accepter qu'on ne me respecte pas. À partir de maintenant, ça change. Je ne vais plus me laisser faire. Ce qui fait qu'effectivement, de toute façon, dans tout chemin humain, quelles que soient nos histoires avec nos parents ou beaux-parents s'il y en a eu, nous avons besoin d'un moment que cette révolte juste, qui est pour nous et non pas contre les autres, cette révolte juste nous permette de défaire les liens de ces loyautés toxiques. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ressentent des fois ce genre de loyauté toxique envers leurs parents, et ça ne veut pas dire que leurs parents sont toxiques. C'est peut-être parce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette prise de position, cette prise de maintenant je suis adulte, ou même avant d'ailleurs, on peut aussi s'exprimer sans être adulte, et dire je prends mon autonomie, je prends cette indépendance de pensée et je suis différent de mes parents. Et je vois beaucoup de personnes qui sont toujours, tu vois, en attente vraiment de la fierté de leurs parents. Tu sais, il y a même 40 ans, 50 ans, voire plus. Il faut que mon père ou ma mère, il ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi et qu'ils sont dans cette attente-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de passif? Est-ce que ça fait lien avec ce qu'on a dit avant? Oui, oui, ça fait complètement lien parce que je pense que, à moins d'avoir fait une psychanalyse ou une longue thérapie en profondeur, et encore, il y a toujours en nous la part petit enfant, Mm. même si elle est tranquille, cette part de petit enfant, même si elle, voilà, mais dans la mémoire inconsciente reste tout ce que nous avons vécu quand nous étions petits, où nous souhaitions effectivement que nos parents nous admirent, qu'ils soient fiers de nous, qu'ils nous félicitent, qu'ils nous complimentent. Et je pense que nous sommes tout le temps dans une espèce de va-et-vient, plus Mm. ou moins fort selon les personnes, entre je prends mon indépendance, je vole de mes propres ailes, je m'affirme, et quelque part en moi existe cette mémoire de l'enfant qui souhaitait l'admiration de ses parents. Alors justement, tu m'offres une magnifique passerelle parce qu'en parlant d'enfants, c'est vraiment une thématique phare dans ton dernier ouvrage, donc J'apprends à me consoler, petit manuel d'autoconsolation pour faire la paix avec ses blessures et ses fragilités, où tu parles beaucoup, moi, de ce que j'appelle l'enfant intérieur, mais tu le nommes pas comme ça. Et j'aimerais que tu nous en dises plus. En quoi c'est important d'écouter cette part de nous? Dans toute cette recherche que j'ai faite sur la consolation, je me suis rendu compte que la consolation était vraiment très importante entre humains, entre les parents et leurs enfants, entre frères et sœurs aussi, ça existe, entre amis, dans un couple, et que nous avons aussi besoin d'apprendre dès que possible à nous consoler nous-mêmes, parce qu'il y a des moments où nous ne pouvons pas demander la consolation des autres. Donc vraiment, la consolation me semble quelque chose de très important. Et dans cette recherche, je me suis rendu compte qu'il y a bien des circonstances où finalement, la personne qui a besoin d'être consolée, plus que l'adulte, c'est l'enfant en nous. Mm. L'enfant en nous qui n'a pas reçu la consolation dont il avait besoin ou dont elle avait besoin à ce moment-là. Les parents étaient peut-être des parents formidables, Oui, aimants, disponibles, mais bon, il y a des moments où ils n'ont pas pu oui, oui. apporter la On n'est pas consolation dont parfait, nous avions même besoin. aucun parent n'est Voilà. parfait. Et le fait de se mettre à l'écoute de cet enfant à l'intérieur de soi, de cette part d'enfance, à différents âges, parce que vraiment on peut avoir des besoins de consolation à des âges très différents, permet d'apporter la consolation à l'être que nous avons été à des moments clés. Et pas simplement, oui, en ce moment c'est difficile, donc j'ai besoin de consolation, mais ça vient peut-être réveiller des mémoires de peine, de chagrin, de détresse, de désarroi, d'adversité, des moments où je n'ai pas été consolé. Et ça, je pense que ça, non seulement ça nous met dans une grande écoute de bienveillance, de compassion, de sensibilité vis-à-vis de soi-même, mais aussi de pacification Ouais. de
toutes les parts de son être, de toutes les facettes de son être. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage, c'est que donc il y a 30 clés, c'est très pratico-pratique comme déjà comme ouvrage. Dans beaucoup d'ouvrages d'ailleurs que tu proposes, il y a beaucoup d'exercices. Mais du coup, on sort de la passivité, d'où le lien aussi avec de passer en fait de la Belle au bois dormant à Cendrillon. C'est-à-dire que souvent, les gens vont se plaindre énormément. Et donc, on en revient à cette histoire de plainte, hein, mais de ses parents. Mes parents ne m'ont pas éduquée comme ça. Moi, j'entends beaucoup chez les hypersensibles. J'avais pas la possibilité d'exprimer mes émotions. Et c'était sûrement vrai, hein. Déjà, autre génération, souvent. Et puis, bon, voilà, peut-être que les parents n'ont pas fait ce chemin et n'arrivent pas à le proposer à leurs enfants. Mais du coup, on ne sort pas de cette plainte de mes parents, mon éducation, mon père, ma mère. Et ce que j'apprécie finalement dans cet ouvrage, c'est que là, en fait, on va de nouveau se rendre acteur de soi-même et se dire qu'au lieu d'attendre que nos parents, en fait, viennent consoler l'enfant qu'on a été, l'adulte qu'on est aujourd'hui va pouvoir s'auto-consoler. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? Oui, merci, merci Elodie pour ton résumé. C'est exactement ça. Et je pense que ça prend du temps. Ouais. Euh, c'est une évolution, c'est un chemin et qu'il est nécessaire, ce chemin. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas pouvoir toujours expliquer ce qui se passe pour nous ou revendiquer quelque chose que nous n'avons pas reçu et qui encore aujourd'hui peut nous faire souffrir parce que nos parents n'ont pas été à la hauteur de nos attentes et aucun parent, comme on le disait tout à l'heure, n'est à la hauteur des attentes de ses enfants. Il y a toujours un fossé, c'est comme ça. Donc, à partir du moment où on prend conscience de ça, finalement, on arrête cette fixation, cette focalisation sur les parents qui ont été défectueux, mais on prend conscience de cette puissance aussi qu'on a, cette puissance thérapeutique que l'on a envers soi-même, et que je peux être pour moi-même le parent attentif, disponible, présent, aimant, enfin tout ce qu'on veut d'ailleurs, le parent qui va prendre soin de l'enfant que j'ai été. Et finalement, c'est ça qui fonctionne le mieux. Mm, mm, mm. Dans tous les exercices que tu proposes sur la consolation, est-ce qu'il y en a un que tu préfères? Voilà, j'imagine qu'ils sont tous bien et que ça dépend des gens parce qu'on a tous une sensibilité différente, mais est-ce qu'il y en a un que tu pourrais nous partager et qui ferait lien avec tout ce qu'on a dit? Alors oui, c'est l'autocâlin, Hmm. le câlin qu'on fait à soi-même. Donc on met ses mains sur les coudes et on remonte lentement en caressant les bras jusqu'au haut des épaules et on redescend vers les coudes en caressant les bras jusqu'en bas des coudes. Et on fait ça plusieurs fois, tranquillement, lentement, en sentant bien, les yeux fermés c'est encore mieux, en sentant bien que les mains touchent les bras à travers le tissu et que les bras sont touchés par les mains à travers le tissu. Rien que de faire ça, ça vraiment, ça apaise, ça recentre, ça redéfinit nos contours. Et vraiment, l'autocâlin, on peut le faire dans toutes sortes de circonstances. Alors les deux pieds bien posés par terre pour s'ancrer dans le sol. On sent aussi son assise sur la chaise, sa respiration libre, et on continue comme ça, des caresses, des bras. Finalement, on se réancre dans l'instant présent en se faisant du bien. C'est un exercice qu'on peut faire, j'imagine, tous les jours. C'est peut-être pas un exercice qu'on peut faire en public parfois. Je pense que certaines personnes peuvent être un peu mal à l'aise. Mais merci beaucoup. Je trouve que c'est intéressant pour les personnes aussi, peut-être pour se réapproprier son propre toucher, son propre corps, Oui, avant de oui, pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un d'autre, où ça peut être un peu délicat oui, parfois. Quand on a une hyperesthésie kinesthésique, c'est pas toujours facile de rentrer en contact direct oui. avec quelqu'un d'autre. Donc je pense à ça. Donc c'est un très bon exercice, merci. Alors quand on est en public, on peut pincer simplement vers l'ongle du petit doigt, D'accord. voilà, ou du pouce. Mais moi, je préfère le petit doigt, c'est ce qu'il y a de plus discret. Donc ça ne se voit pas dans le Ah oui, t'as métro, raison. dans une salle d'attente, au travail. Et Et ça on fait apporte des un 2 réconfort. côtés. D'accord, ok. C'est une sorte de Ça pré. apporte un réconfort, donc moins fort que Ouais. l'autocâlin, mais tout de même, c'est un autocontact qui va apporter, du réconfort et une présence à soi-même dans son Oui. corps. J'imagine par exemple si on est dans le métro avant d'aller à un rendez-vous stressant ou un truc comme ça, c'est pas toujours évident de se faire des câlins comme ça en fermant les yeux. Mais du coup, oui, effectivement, c'est une bonne astuce. Merci Saverio.
Et toujours l'ancrage, sentir ses deux pieds posés par terre, parce que ça vraiment, ça recentre, ça resitue dans, dans son corps, mais aussi sur terre. On est, voilà, on est posé sur cette terre qui nous porte. Au tout début de cet épisode, tu parlais du fait que la passivité, et notamment donc, on va dire, allez, le syndrome de la Belle au bois dormant, du coup, peut amener à certains troubles anxieux, voire à de la dépression. Est-ce que l'autoconsolation, du coup, par rapport à ton dernier ouvrage, peut être une des solutions justement pour éviter d'en arriver là ou pour en sortir? Oui, parce que en fait maintenant on sait grâce à la neurobiologie que tout ce qui est anxiété et dépression vient notamment et principalement d'un déséquilibre du système nerveux autonome avec généralement une suractivation du nerf vague dorsal et une inactivation du nerf vague ventral. Donc le système parasympathique a ces deux branches, le nerf vague ventral et le nerf vague dorsal, par opposition au système sympathique qu'on active quand on fuit, quand on combat ou quand on rejette. Mais certaines personnes ont vécu des chocs, des traumatismes ou des situations particulièrement difficiles qui ont fait qu'elles se sont figées, elles se sont immobilisées, elles ont été sidérées. Et ça va donc, c'est par l'activation du nerf vague dorsal que cette immobilisation protectrice à l'origine, hein, cette sidération ont eu lieu. Mais ça peut s'installer en dépression. Donc, le fait de savoir activer son nerf vague ventral par des exercices, des mouvements dont je parle dans le livre euh, lors de ces 30 étapes, on va pouvoir sortir de la dépression. Pour l'anxiété, soit c'est une dépression larvée, c'est-à-dire qu'on est dans cette immobilisation et finalement ça nous prive de nos moyens d'action, Mhm. soit c'est la suractivation du système sympathique, donc un stress constant parce qu'on a peur qu'il arrive de nouveau un drame qu'on a déjà connu ou quelque chose de particulièrement difficile. Et là encore, les exercices qui sont proposés tout au long de ce livre vont calmer le système sympathique, réactiver le nerf vague ventral, donc le bon côté du système parasympathique, pardon, et ça permet de sortir de l'anxiété. Donc, effectivement, la consolation, on le voit, elle a un spectre très large d'action, non seulement par rapport à la tristesse, à la peine, au chagrin, ça peut être par rapport à la colère, à la honte, mais aussi aux peurs, à l'anxiété, voire à la dépression. Est-ce que tu penses que c'est une problématique qui revient souvent chez les personnes hautement sensibles? Je pense que les personnes hautement sensibles, ultra sensibles, ont particulièrement besoin de consolation. Pour trois raisons au moins. La première, c'est que le monde est hyposensible, il est très peu sensible, c'est un monde très dur, orienté sur la performance, le matériel, le résultat, la mécanique, la technologie, etc. Donc dans ce monde très dur, nous avons particulièrement, nous les ultrasensibles, besoin de consolation. La deuxième raison, c'est que comme nous ressentons tout très fort, nous allons ressentir les désarrois, les détresses, les chagrins, les peines et toute la gamme des émotions, ne serait-ce que les contrariétés et les adversités, nous allons les ressentir aussi très fort. Ce qui veut dire que nous avons d'autant plus besoin de consolation et probablement plus souvent que les autres, plus et plus souvent. Et enfin, dans toutes nos histoires d'enfants et d'adolescents ultrasensibles et parfois de jeunes adultes ultrasensibles, nous avons été incompris, moqués, parfois harcelés, rejetés. Toutes sortes de choses nous sont arrivées parce que nous étions plus sensibles que les autres et sans incriminer et sans, bon voilà, ça s'est passé comme ça, mais nous avons des blessures, des fêlures, des douleurs de vivre qui ont été créées à ces moments difficiles de nos existences et qui font que nous avons plus que d'autres probablement besoin de consolation. Du coup, pour reprendre l'histoire de Cendrillon, tu disais tout à l'heure que la marraine, la bonne fée, c'était un peu l'inconscient qui trouvait des solutions. Elle peut représenter dans la vie réelle plein de solutions possibles. C'est pas forcément une personne, c'est pas forcément un thérapeute, ça peut l'être. Est-ce que du coup, l'autoconsolation peut être notre bonne fée pour passer à l'action?
Complètement, complètement. Je pense qu'effectivement, la marraine de Cendrillon, la fée Carabosse, qui, comme tu le dis, hein, ça peut être son inconscient, mais ça peut être aussi une figure, une personne de l'entourage, ça peut être une personne qu'on a connue dans le passé et à laquelle on repense à un certain moment, un professeur, une grand-mère, un grand-père, peu importe, une amie, un ami, etc. Je pense que la capacité de consolation que nous avons envers nous-mêmes est une des plus grandes ressources finalement que nous avons à notre disposition, parce que une fois que je suis consolé, une fois que j'ai réussi à écouter mon besoin et à apporter quelque chose pour répondre à ce besoin, je suis de nouveau disponible pour créer, pour communiquer, pour exprimer quelque chose, pour travailler, pour vivre dans le monde, et peut-être pour poser une demande à quelqu'un si j'ai besoin d'aide aussi de la part de quelqu'un d'autre. Donc je crois vraiment que cette capacité de consolation envers soi-même, c'est une de nos grandes ressources. On revient à cette force, je pense que ça redonne confiance en soi quand on arrive à trouver des outils qu'on peut réutiliser pour soi et qu'on peut repartager aussi parce que tu l'as dit et dans le livre, tu l'expliques aussi que ça développe aussi de la compassion et que quand on en a envers soi, on en a plus facilement envers l'autre aussi. Tout à fait, tout à fait. Je pense que nous sommes des artisans de la relation avec les autres et avec nous-mêmes, et que dans cet artisanat, plus nous pratiquons la consolation avec les autres, avec nous-mêmes, la compassion aussi avec les autres, avec nous-mêmes, plus nous sommes capables de compassion et de consolation pour les autres et pour nous-mêmes. Et que finalement, on y gagne toutes et tous. Mm. D'ailleurs, j'aimerais bien en commentaire que sous cette vidéo que vous mettiez comment vous réussissez à vous consoler, euh, quelle place tient la consolation dans vos vies, parce que tout ça, c'est intéressant aussi de voir comment chacune et chacun fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, on peut après partager sur les ressources qu'on a développées grâce à cette consolation. Alors, je vais finir là-dessus parce que j'adore, tu vois, alors c'est très, très personnel, mais j'adore cette phrase, se sentir capable. Je pense que, tu vois, dès tout petit, je le vois même avec moi, mes jeunes enfants, quand ils se sentent capables de faire quelque chose par eux-mêmes, à quel point il y a une auto-satisfaction, une fierté personnelle qu'on ne peut pas nous enlever, en fait. Se sentir capable de quelque chose, c'est pas du contrôle, c'est pas, ça n'a rien à voir, mais du coup, c'est une confiance vraiment très profondément ancrée. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'exercice que tu proposes dans tes ouvrages d'ailleurs, parce qu'en fait, après, on se sent capable de faire. Et ça, c'est une vraie puissance. Donc, merci pour ça, Saverio. Merci à toi. Oui, se sentir capable, c'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, que tu aimerais dire et que j'aurais oublié de te demander et que pour toi, ça te semble très important? Oui, peut-être, merci déjà pour toutes tes questions et cette façon très agréable que tu as, très enrichissante de rebondir, d'être vraiment dans l'association libre. C'est très, très riche et très, très vivant. Merci, merci beaucoup, Elodie. Peut-être simplement dire que cette révolution sensible de Cendrillon, le fait de tenir bon sur son désir, d'aller piocher dans ses ressources, euh, c'est bien aussi de le faire ensemble. Mm. C'est-à-dire, il y a un temps pour faire des choses pour soi-même, mais il y a aussi un temps pour faire les choses ensemble. Et je pense que nous, les grands sensibles, les ultra sensibles, nous avons besoin de faire des choses ensemble, d'exister ensemble. Donc, il y a la Journée mondiale de la sensibilité le 13 janvier. Il y a tout ce que tu fais, Elodie, et merci infiniment. Faisons des choses ensemble, existons ensemble, affirmons-nous ensemble, parce que nous sommes porteuses et porteurs d'un monde meilleur grâce à nos sensibilités. Donc, merci à chacune et chacun. Ah, merci de le dire. Et tu vois, ça me fait penser que c'est justement là peut-être la plus grande difficulté quand on est sensible, parce que tu l'as dit, on a pu être rejeté, critiqué, harcelé. Et du coup, beaucoup de personnes sensibles, pour de l'autoprotection, auront plutôt tendance à tout fermer, tu vois. Moi, la première, avec les réseaux sociaux, on sait à quel point ça peut être aussi malmenant parfois. Donc, pour se protéger, on va bloquer. Et merci de dire que, bah, en fait, il faut quand même oser, qu'on peut trouver des gens avec qui s'associer et faire de belles choses ensemble, que bon, ben, on n'évitera pas les mauvaises expériences, ça fait partie de la vie, mais qu'en s'associant, on peut trouver des gens avec qui ça s'accorde bien et faire
encore plus de bien et apporter encore plus de mieux, si je puis dire, à ce monde. Donc merci de le dire, ouais, parce que je pense qu'on ose moins après justement avoir vécu plein de choses difficiles. Hmm. Merci Elodie, merci beaucoup. Merci à tous. Donc, n'hésitez pas à répondre en commentaire à la question de Saverio. En fait, comment faites-vous pour vous consoler, vous? Je suis sûre que ça va aider d'autres personnes. Ça va, peut-être que certaines personnes ne savent pas, en fait, faire. Et donc, avec tous vos exemples, ça va aider d'autres Hmm. personnes. Donc, on va semer plein de graines comme ça. Donc, un grand merci. Et n'hésitez pas, bien sûr, à partager cet épisode et à suivre Saverio. Je vous mets toutes les informations sur ses livres, en ce qui le concerne, en description de ce podcast. Donc, n'hésitez pas aussi à le suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr à acheter ses livres. Voilà. Belle journée à tous. Merci, merci. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.